Nous sommes réunis ce matin ensemble par la conviction que la France ne saurait assister passivement à l'aggravation des menaces qui pèsent sur un grand nombre de vos collègues étrangers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé ensemble de lancer le programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, programme PAUSE. Je tiens vraiment du fond du cœur à remercier le Collège de France et son administrateur d'avoir bien voulu accueillir cette rencontre. Vous confirmez ainsi, monsieur l'administrateur, l'engagement de votre institution, dont le colloque de rentrée était déjà consacré à la thématique migration, réfugiés, exil. Et c'est à l'occasion de cette rencontre que Thierry Mandon, que je salue pour son engagement, a annoncé le programme d'aide à l'accueil des scientifiques en situation d'urgence. Cette initiative fait écho à un précédent historique que certains d'entre vous, sans doute, avaient à l'esprit. En 1936, sous le Front populaire, un chercheur d'origine juive, russe, Louis Rabkin, qui lui-même avait travaillé au Collège de France, créait un comité pour l'accueil des réfugiés universitaires juifs d'Europe centrale, ainsi que des antifascistes italiens, espagnols et portugais. C'était il y a 80 ans. Depuis, la communauté scientifique s'est fréquemment mobilisée en faveur des universitaires et des chercheurs, fuyant la violence politique, notamment celle des dictatures latino-américaines dans les années 70, celle des pays d'Europe centrale et orientale placés sous le joug soviétique. Mais il n'existait jusqu'ici aucun dispositif national pour leur venir en aide. Et à l'heure où la multiplication des conflits donne à la crise des réfugiés les dimensions dramatiques que l'on sait, les efforts de la société civile ne suffisent plus, l'intervention de l'État devient indispensable. Et j'ai de ce point de vue-là, monsieur l'administrateur, entendu parfaitement le message que vous venez de m'envoyer. Si j'ai bien compris, ce que nous faisons ensemble est excellent, mais nous pourrions faire plus si l'État s'engageait davantage. Et oui, je ne vous cache pas qu'il ne s'agit plus pour moi simplement d'un problème d'oreille, puisque même si je n'entendais pas, comme je l'ai entendu beaucoup partout où je me rends, j'aurais fini par intégrer la demande. Et donc, par conséquent, je voulais simplement vous dire que je suis assez enclin à y accéder et que j'ai demandé au ministre Thierry Mandon, en liaison avec vous, et il m'a déjà fait des propositions, de déterminer le niveau de contribution de l'État qui permettrait d'atteindre l'ambition que vous avez exprimée à cette tribune et que je partage à mon tour avec vous. Il n'y a pas de raison que je vienne ici sans apporter aussi ma contribution à ce que nous avons décidé de faire ensemble. Des réponses sans attendre cet engagement ont été apportées, comme en témoigne notre détermination en faveur des réfugiés. Je veux là aussi en profiter pour réaffirmer un certain nombre de principes pour lesquels je me suis mobilisé, notamment dans l'exercice de mes fonctions précédentes. La France a mis en œuvre ses moyens militaires et diplomatiques aussi bien que son dispositif d'asile. Et j'aurai l'occasion de le réaffirmer cet après-midi en Grèce, à l'occasion de ma rencontre avec le gouvernement de ce pays. Les crises internationales appellent des solutions politiques pour s'attaquer aux racines du mal qui jette sur les routes des centaines de milliers de personnes. Mais la réponse doit être aussi, et vous le savez mieux que quiconque, une réponse humanitaire en concertation avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Notre pays assume une part importante du programme de réinstallation de réfugiés, notamment des réfugiés vulnérables en provenance de Syrie ou d'Irak. Plus de 3000 personnes ont été acceptées, dont la moitié sont déjà arrivées sur notre sol. Elles y sont accompagnées pour tous les aspects de leur intégration par les services de l'État, les associations et les élus locaux. Et la France aura, pour ce qui concerne le processus de réinstallation et de relocalisation pour lequel je m'étais mobilisé au sein de l'Union européenne dès le mois d'août 2014 avec le ministre allemand Thomas de Maizière, la France aura accueilli plus d'un tiers de l'ensemble des réfugiés relocalisés et réinstallés à partir des hotspots en Grèce et en Italie, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne dit pas assez. La France s'est également engagée dès 2014 afin de soulager la Grèce et l'Italie d'une partie des demandes d'asile qu'elles ont à examiner. Nous continuerons bien entendu à le faire
Je le dirai à mon collègue Tsipras dans les heures qui viennent. La France apporte enfin son aide directe à des personnes persécutées en Syrie, en Irak, en raison notamment de leur appartenance religieuse. Elle leur attribue en priorité des visas pour asile, des visas étudiants délivrés par nos postes consulaires en Irak, en Turquie, au Liban et en Jordanie. Et ce sont plus de 4000 Syriens et 4600 Irakiens qui ont pu venir en France au cours des 3 dernières années. Cela également n'est pas suffisamment connu. Aux bénéficiaires de ces différents dispositifs s'ajoutent enfin les personnes qui déposent directement une demande d'asile sur notre sol, et elles sont, ces personnes, passées à 85 000 l'an dernier, alors que nous étions à quelques 55 000 il y a de cela quelques années seulement, et nous avons adapté, je le dis aussi devant les chercheurs, les universitaires qui sont là, notre dispositif d'accueil des demandeurs d'asile à la réalité nouvelle à laquelle nous sommes confrontés. Je donne quelques chiffres. Le nombre de places dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en France sera passé de 20 000 en 2012 à 42 000 en 2017, ce qui montre un doublement du nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'aurais créé avec la ministre du Logement, dans mes fonctions précédentes de ministre de l'Intérieur, près de 165 centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire national. Il s'agit de structures en dur, dans des locaux appropriés, permettant aux migrants qui relèvent du dispositif national d'asile d'être accueillis dans ces structures plutôt que dans des campements du type de ceux de Calais pour pouvoir accéder en étant encadrés à l'asile en France. Ces 165 centres d'accueil et d'orientation auront permis de mettre à l'abri et dans le dispositif d'asile 17 000 personnes en quelques mois. Et nous essayons, dans le cadre d'une relation que je dirais tendue parfois avec la Grande-Bretagne, de faire en sorte que les mineurs isolés puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Nous prenons notre part et nous demandons aux Britanniques, en raison de la responsabilité qui leur incombe, au regard des règles qui doivent s'appliquer, de bien vouloir prendre la part qui résulte là aussi de leur tradition et de leurs droits. Je sais, monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, que les universités ont mis aussi beaucoup en œuvre pour accueillir les nombreux étudiants qui se trouvent au nombre des réfugiés dont je parlais à l'instant. Elles ont facilité leur intégration par la communauté universitaire afin qu'ils puissent, en dépit des drames auxquels ils peuvent être confrontés, poursuivre leur parcours dans les meilleures conditions possibles. Je pense en particulier à l'action formidable que j'ai visitée menée par l'Université de Lille en faveur des étudiants réfugiés ou demandeurs d'asile lorsque nous avons entrepris le démantèlement du campement de Calais. Répondant à une initiative des étudiants et des enseignants-chercheurs, l'Université de Lille, le Crous, d'autres acteurs encore se sont engagés avec le concours financier des services de l'État, et à la rentrée 2016, ce sont 80 étudiants migrants qui ont pu être ainsi accueillis à l'université. Je pourrais citer aussi, pour leur action en faveur des réfugiés, les universités de Grenoble, de Strasbourg, de Paris 1, l'École normale supérieure ou le CNAM, qui eux aussi ont fait un travail absolument formidable. Lors de la dernière rentrée universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé la 2e journée d'échange autour de l'accueil des étudiants réfugiés afin de favoriser la coordination de toutes les actions entreprises, souvent à l'initiative d'étudiants ou d'enseignants engagés au service de cette cause. Parmi les réfugiés se trouvent aussi des intellectuels et des scientifiques, parce qu'ils cherchent à établir la vérité par des faits, que les sciences soient exactes ou qu'elles soient sociales ou humaines, parce qu'ils opposent cette vérité aux édits arbitraires. Ils sont devenus des cibles désignées pour les mouvements obscurantistes comme pour les régimes autocratiques. Leur situation particulière appelle de notre part à nous, de la part de la France, une réponse forte, parce que nous sommes une société ouverte, démocratique, qui a des valeurs universelles que nous devons continuer à porter ardemment. Et telle est précisément la vocation du programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. Il complète les mesures d'accueil déjà mises en place en venant en aide aux enseignants et aux chercheurs qui sont menacés dans leur liberté d'expression, de travail, parfois dans leur vie même,
et je tiens à saluer encore une fois cette initiative du ministre Thierry Mandon. Lancé le 16 janvier au Collège de France, le programme PAUSE permet d'insérer au sein des établissements français les scientifiques en exil, et cette action était absolument indispensable. Aujourd'hui, nous lançons le fonds de souscription ouvert à la Fondation de France, dont je sais qu'elle s'est particulièrement mobilisée sur ce sujet. Je veux remercier Philippe Lagayette, son président, qui est parmi nous aujourd'hui. Il complétera l'apport du CNRS, qui vient de décider de consacrer 250 000 € à ce projet. Je veux remercier là aussi le président Alain Fuchs pour cet engagement décisif. Nous comptons bien entendu sur les fonds privés aux côtés de ceux de l'État, et j'ai indiqué à l'instant, je le redis, que l'État abondera les fonds qu'il a déjà décidé d'engager. Votre présence ici témoigne de votre mobilisation à tous pour cette cause, et je vous en remercie. Et l'engagement que je prends devant vous, et je le redis, c'est que le gouvernement soutiendra ce dispositif dans la durée, en l'abondant pour que la France soit à la hauteur de la situation particulière à laquelle ces scientifiques de haut niveau se trouvent confrontés. Parce que vous avez su répondre à l'urgence, PAUSE a pu être mis en place avec une belle rapidité. Une quarantaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche français se sont déjà portés volontaires pour y participer. De grandes universités, à Paris ou en région, des laboratoires de recherche de toutes disciplines, du génie agronomique à l'archéologie, en passant par l'agronomie, les sciences politiques, la sociologie et la physique. Je salue la mobilisation de nos établissements qui font vivre la tradition d'accueil de la France. Plus d'une cinquantaine de candidatures vous ont déjà été transmises par des scientifiques, hommes et femmes à part égale, scientifiques qui fuient les persécutions et la guerre, et une majorité d'entre eux sont des Syriens venus d'Homs ou d'Alep, mais aussi d'autres pays du Proche et du Moyen-Orient, le Yémen, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Nous avons appris il y a quelques jours le suicide de l'un de ces candidats turcs. Mehmet Fatih Tras, un jeune universitaire récemment limogé, qui avait postulé au programme PAUSE. Il s'agit là d'une circonstance tragique, qui suffirait elle seule à démontrer, s'il en était besoin, qu'une action urgente de notre part est nécessaire. Elle justifie votre mobilisation et l'engagement absolu de mon gouvernement pour le développement de l'initiative que vous avez décidé de prendre. La Turquie est un allié, un partenaire indispensable dans la lutte contre Daesh, un partenaire de l'Union européenne avec lequel j'ai personnellement signé en 2014 un accord déterminant pour réguler les mouvements passifs de migrants qui fuient les violences de la région. Mais entre partenaires et au nom même de la confiance qui lie nos deux pays, les choses doivent aussi être dites. Nous ne pouvons passer sous silence le fait que depuis le coup d'État manqué du 15 juillet dernier, près de 5000, ce n'est pas rien, 5000 enseignants, chercheurs ont été démis de leurs fonctions ou arrêtés. Et le 7 février dernier, plus de 300 chercheurs ont à nouveau été inquiétés. La France a le devoir de dire les choses, de manifester sa solidarité. Elle a le devoir d'accueillir ceux de ces chercheurs qui la sollicitent, et elle le fera. C'est pourquoi d'ailleurs l'État a décidé d'apporter le soutien de ses plus hautes instances à la mobilisation de la communauté scientifique. C'est le sens de ma présence parmi vous ce matin. Porter au niveau national, le programme PAUSE réunit dans son comité de direction des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, qui sont eux aussi associés à ce dispositif. Il peut ainsi s'appuyer sur notre réseau diplomatique, sur nos préfectures, sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conclusion, puisque nous avons la chance de nous trouver au Collège de France, permettez-moi de mentionner un point d'histoire qui concerne votre institution. En 1933, au lendemain de l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, le ministre de l'Éducation nationale, Anatole de Monzy, soumit au Parlement un projet de loi appelant à la création au Collège de France d'une chaire qui à l'époque était destinée à Albert Einstein. Et cette chaire, destinée à Albert Einstein et accordant toute facilité aux étudiants allemands qui étaient contraints comme lui à l'exil,
avait pour vocation d'accueillir tous ceux qui voulaient poursuivre dans ce contexte particulier et qui commençait à être tragique leur formation en France. Ce projet dont je viens de parler était soutenu au centre-gauche par le radical Émile Borel et au centre-droit par une autre personnalité, Louis Marin. Et ce projet, qui était soutenu par de grandes figures et de grandes sensibilités de la Troisième République, fut violemment, très violemment combattu par l'extrême droite de l'époque, et l'une de ces figures, François Coty, qui alla jusqu'à soutenir que son objectif, ce que vous aviez mis en place à l'époque, était de permettre à Einstein d'installer le communisme au Collège de France. On sait d'ailleurs déjà l'esprit de nuance dominait, l'outrance était interdite et les arguments les plus pertinents convoqués. On sait d'ailleurs comment l'histoire a fini. Albert Einstein fut invité à Princeton où il a poursuivi sa carrière pour le plus grand bénéfice de la recherche américaine et de la recherche mondiale. Cet épisode que je viens d'évoquer pourrait nous faire collectivement sourire. Mais il ne me fait pas sourire du tout pour ce qui me concerne, parce que je mesure la force de ces échos contemporains. Et en 2017, comme en 1933, des démagogues convoquent les instincts et les peurs pour empêcher les démocraties d'accueillir comme elles le doivent des réfugiés fuyant les persécutions, y compris des étudiants et des chercheurs. Certains profitent de la campagne électorale pour proposer l'établissement de quotas d'immigration, en contradiction absolue avec le principe du droit d'asile, comme avec les obligations internationales que la France a contractées. D'autres, et je les cite, et je les nomme, je pense à la candidate du Front National, soutient vouloir ramener les flux migratoires à un niveau si faible qu'il rendrait impossible non seulement le regroupement des familles, mais aussi